Et la dernière oratrice, Sylvie Royon-Parola, c'est celle qui n'a aucun diplôme, je le rappelle. Et voilà. Et qui a beaucoup de compétences, ça arrive parfois. Hein. Oui, c'est ça. Qui a très longtemps travaillé de la Salpêtrière, puis avec Kremlin, Abbé Claire, voilà, j'ai cherché. Je vais me présenter parce que... Oui, c'est pas bien, désolée. Et qui travaille toujours maintenant à la clinique de Garches. Et surtout, enfin pas surtout, mais aussi, elle a été fondatrice du réseau Morphée. Qui est un réseau en région francilienne, mais qui alors fait un énorme travail de formation, d'information, d'orientation de patients avec troubles du sommeil, et ça dépasse bien la région parisienne maintenant, et qui a créé aussi des outils justement très intéressants de... Voilà, tu peux en parler? Très bien. Bon, voilà, merci. Alors déjà, je vais quand même corriger une chose. J'ai quelques diplômes. Et j'en ai un ancien sur le sommeil, mais qui était l'ancêtre du DIU, et ça c'était l'erreur. J'ai commencé trop tôt. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui s'appelle l'insomnie. Les applis vont-elles remplacer les psychiatres? C'est un petit peu provocateur, mais c'est bien d'arriver à cette heure-ci là avec ça. Parce que je suis la guide de service, en gros, et ça remonte à l'âge de 4 ans, où là, j'avais demandé au Père Noël un téléphone. À l'époque, hein, c'était pas du tout dans l'air du temps. Et j'avais vu arriver comme cadeau un truc avec ce qu'on pourrait appeler le yaourtophone. Vous savez, les deux pots de yaourt avec le fil au milieu. Et là, j'avais tout de suite réalisé que le Père Noël n'existait vraiment pas. Parce que j'avais rien compris. Donc, eh bien, le psychiatre, il a une charge, comme tous les médecins, qui va comporter une évaluation clinique, hein, avec les symptômes, le contexte, l'histoire, les antécédents, les comorbidités. Bien sûr, il va demander ou faire des bilans complémentaires avec des tests psychométriques, de la biologie. On est dans l'insomnie, donc l'agenda, l'actimétrie, autres. Et il va proposer un traitement. On a vu, c'est les TCC essentiellement, mais il peut y avoir des médicaments, et il faut traiter aussi les comorbidités. Et comme l'a très bien montré Agnès, excusez-moi, en fait on est des triplettes, donc je confonds parfois les deux autres. Les TCCI sont vraiment les thérapeutiques de référence de l'insomnie, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Simplement, il y a une réalité, est-ce qu'on peut vraiment traiter tous les insomniaques? Vous avez 10 à 20% d'insomniaques, 6% d'insomniaques chroniques. Ça fait 6 à 12 millions d'insomniaques en France, et pour les traiter, 45 centres de sommeil, des thérapeutes formés, environ 80 étudiants qui ont fait le DU de prise en charge de l'insomnie, auquel vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, et les enseignants, on est une dizaine, et dans le meilleur des cas, ça fait 120 à 200 thérapeutes pour au moins 3 millions de patients. Vous imaginez bien qu'il y a un souci. Alors, les applis, est-ce que c'est une solution? Alors là, vous voyez la progression magistrale depuis 2013 jusqu'à 2017 en milliards de nombre d'applis santé qui ont été téléchargés. Et si on regarde un petit peu plus, le pourcentage d'adultes, alors là c'est aux US les chiffres, hein, qui utilisent une appli pour son sommeil en 2017. Et vous voyez que bon, finalement, dans ceux qui les utilisent régulièrement, c'est quand même pas très très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un quart ou plus, là, qui ne veulent pas en entendre parler. Alors bon, il y a les ancêtres. Les ancêtres, ce sont les actimètres. Et les actimètres, eh bien, ils stockent des mouvements par unité de temps. Vous en avez entendu parler depuis le début, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc là, vous les voyez. Ça donne une bonne évaluation des horaires, de l'endormissement, du réveil. Il y a une légère surestimation du temps de sommeil et en gros une bonne estimation de la fragmentation du sommeil, donc c'est un très bon outil. Et effectivement, pour l'insomnie, on a deux outils majeurs, c'est l'agenda du sommeil et l'actimétrie. Alors ça donne des choses comme ça. Vous voyez là le jet lag du week-end sur un agenda, même si vous n'y connaissez rien en agenda, c'est directement lisible, visible et vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Idem pour l'actimétrie.
vous y connaissez peut-être rien, mais là vous voyez un décalage de phase massif chez une jeune femme de 20 ans borderline. Elle dort le jour en gros et elle est réveillée la nuit. Mais parfois, il faut dire que c'est un peu limite au niveau de l'information. Ça, c'est un agenda d'un adolescent, Arthur. Arthur, il a noté au début, et puis après, ça compte, et puis tout merde, c'est toujours pareil. Bon. Alors, peut-on se passer de ces outils? Alors, déjà, vous avez des ressources que vous ignorez peut-être, mais votre téléphone peut vous montrer comment vous dormez. Alors, il y a eu des études. Alors, vous voyez, bon, d'abord, il y a quand même des super petits graphes avec sommeil léger, profond. Et là, il y en a même qui ont fait en même temps l'actimétrie et l'agenda du sommeil. La seule chose qui sort, d'ailleurs, c'est bien, c'est l'éveil qui est là. On le voit bien ici. Mais sinon, en dehors de à peu près bien différencier le sommeil et l'éveil, toujours avec cette surestimation du temps de sommeil, avec une sensibilité qui est plutôt bonne, mais une spécificité qui n'est pas très bonne. En tout cas, dès que ça commence à vous dire vous faites du sommeil profond, du sommeil léger, alors là, franchement, on rentre dans la fantaisie la plus totale. Vous avez des applis qui vous aident un peu à vous recaler. Ça, c'est mon coach sommeil qui a été mis au point par le réseau Morphée. Et puis, ce qui est surtout plus en vogue maintenant, ce sont tous les trackers d'activité qui sont de plus en plus précis et intéressants et qui donnent des choses très jolies. Enfin, les patients sont très contents. Je suis sûre que vous tous, vous avez déjà eu droit à regarder docteur comment j'ai dormi. Et ils vous montrent leur téléphone avec des graphes de ce style. Là, c'est un graphe qui est en deux niveaux, mais vous pouvez avoir donc du sommeil léger, les profonds. Il y a même un moment donné où il mettait qu'il y avait du rêve. Bon, ça c'est pas possible non plus. Et là, eh bien, il y a des études qui sont assez intéressantes, notamment par exemple sur le Fitbit, qui est un de ces trackers d'activité, qui montre que temps de sommeil total et efficacité du sommeil sont surestimés par le Fitbit, de façon plus importante chez les insomniaques que chez les sujets normaux, mais il y a à chaque fois un petit reflet qui est à peu près juste, pas inintéressant. Et il y a des capteurs qui se mettent sous les matelas. Alors là, le capteur sur le matelas, en l'occurrence, c'est celui ici, et qui donne des choses très très jolies, mais totalement fausses au niveau des stades, puisqu'ils vous disent que vous êtes en REM, en sommeil léger, en sommeil profond. Et là, l'analyse se fait à la fois sur l'activité, les mouvements, et sur la fréquence cardiaque qui est analysée avec, effectivement, on accélère plutôt sa fréquence cardiaque, mais en tout cas elle est irrégulière en SP, elle est plus lente en sommeil non profond, mais bon, c'est pas encore très, très efficient sur la qualification des stades. En revanche, ça donne une très jolie courbe d'agenda du sommeil qui est, comme vous le voyez là, assez proche de l'agenda du sommeil qu'on fait. Et ma foi, les constructeurs de ce style d'appareil auraient intérêt à travailler sur des visualisations qui peuvent nous servir, nous, médecins, plutôt que de faire juste des captures d'écran nuit par nuit, où là, ça ne nous sert pas trop. Alors, plus sophistiqué, le Mando Dream, vous en avez tous entendu parler, parce que c'est pas possible de ne pas en entendre parler. C'est vraiment dans la mouvance de l'homme augmenté et de la solution idéale pour dormir, avec l'idée qu'on va augmenter le sommeil profond par certaines stimulations, je vais revenir là-dessus, et tout ça pour 499 €. Donc c'est un bandeau où l'originalité c'est qu'il y a 4 voies EEG, avec en plus au moment du sommeil profond, une stimulation sur la montée de l'onde delta, et parce qu'il y a une étude sur 11 sujets qui montrait qu'on augmentait le sommeil long profond, ils ont dit qu'ils allaient comme ça complètement se transformer le sommeil des gens. Bon, apparemment ça ne marche pas très très bien. En revanche, ils sont en train de travailler sur un programme qui va comporter à la fois du biofeedback et une TCCI. Je suis encore mis TCC. Pardon, c'est pas grave. Vous avez corrigé vous-même. Et que
c'est quand même à suivre parce que la société Dream a levé presque 50 millions d'euros, donc ça fait des moyens. Et pour un peu qui travaillait avec des chercheurs, ce qu'ils commencent à faire, il y aura peut-être des choses intéressantes. Donc ces systèmes pour évaluer, hein, dans ce parallèle avec le psychiatre, on a bien une évaluation des horaires qui n'est pas si mal que ça, une évaluation du rythme dans la régularité ou non qui n'est pas inintéressante, un fractionnement du sommeil qui peut ressortir aussi grâce à ces outils. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant avec ces capteurs-là, c'est qu'est-ce qui peut se passer sur de longues périodes. Parce que alors là, évidemment, on n'a pas ces données-là en temps normal, avec un agenda, au bout de 28 jours, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Mais alors par contre, la notion de stade n'a pas beaucoup de sens quand il n'y a pas de capteur avec EEG, malgré cet essai d'analyse de la fréquence cardiaque que lance le ici. Alors après, un des autres problèmes, ça va être de savoir, est-ce qu'on va pouvoir orienter, sans faire appel à un médecin, les patients vers le bon thérapeute? C'est ce qu'on essaye de faire au niveau du réseau Morphée, hein. Comme on n'a pas de moyens, on essaye de réfléchir à d'autres solutions. Et là, on a mis en place un questionnaire en ligne d'évaluation des troubles du sommeil. Et il a été mis en ligne le 1er janvier 2017. Et fin janvier 2019, il y a donc 30 000 questionnaires remplis. On a travaillé également sur un algorithme pour voir dans les orientations si on pouvait justement s'en aider pour orienter soit vers une filière insomnie, soit pour des recherches de troubles respiratoires, soit des troubles plus complexes. Et on voit que ça ne marche pas si mal de ce point de vue-là, avec une concordance entre l'avis du clinicien et l'algorithme qui est de 76,5%. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant, il y a des solutions qui nous promettent de mieux dormir. Et là, il faut dire que quand même les constructeurs sont extrêmement inventifs. Alors, il y en a un qui est assez amusant, c'est le dodo. Et le dodo, c'est un système qui est, vous voyez ce petit boîtier qui se met sur la table de nuit et qui envoie une lumière au plafond, une lumière qui s'ouvre et qui se ferme à une certaine fréquence. Et la consigne, c'est d'abord, ne cherchez pas à dormir, c'est l'intention paradoxale, et c'est dans la notice, mais écrit en tout petit quelque part, donc je ne sais pas si quelqu'un lit la notice. Mais c'est une consigne qui fonctionne très bien dans l'insomnie. Quand on dit aux gens de ne pas dormir, ils s'endorment mieux. Et puis donc, la fréquence de la lumière est sur 6 cycles par seconde. Et donc, on demande à la personne de respirer en phase avec cette fréquence respiratoire. Et sous l'idée que, quand on faisait ça, on rentrait dans un travail de régulation cardiaque qui favorise l'endormissement, de cohérence cardiaque. Simplement, 6 cycles par seconde, c'est pas toujours, par minute, pardon, c'est pas toujours la respiration sur laquelle on se sent confortable, et parfois ça énerve plutôt les gens que ça ne les aide. Il n'a pas été évalué, donc on ne peut rien vous dire de plus sur son effet efficacité. Après, ce qu'il y a des programmes, alors on disait avant, de TCC en ligne ou par Internet, et SPI dit qu'il ne faut plus dire ça, il faut dire digital. Donc comme ça englobe tout, et puis voilà. Et là, en l'occurrence, vous voyez les écrans qu'on voit apparaître quand on se branche sur ce qu'il a appelé comme programme Sleepio, et qui est un programme qu'il a mis au point il y a déjà, au début des années 2000, et qu'il a progressivement amélioré. Et il y en a un second qui date d'il y a moins longtemps, à peu près 6 ans, qui est Schutti, qui est mis au point par un autre grand compte de l'insomnie qui s'appelle Charles Morin. Et regardez bien cette diapo avec le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, donc c'est Sleepio. Le design est plutôt un petit peu sympa, un peu chaleureux. Enfin là, vous voyez pas le petit bonhomme, vous voyez pas très bien ici là. Mais
de côté droit, vous voyez le professeur Morin, que j'adore. Mais là, franchement, c'est pas incitatif. Et Espy raconte qu'il a des demandes, enfin maintenant il travaille, c'est un système qui est reconnu par le système de santé anglais, et donc qui est mis à disposition sur demande des médecins, et ça fonctionne très bien. Et Charles Morin disait, bah ouais, mais on n'y arrive pas, hein, ça prend pas. Je peux le faire dans les hôpitaux pour les recherches, mais le grand public s'y intéresse pas. Mais oui, il faudrait peut-être changer l'arrivée sur le site. Et effectivement, Espy, dans un article avec lui, reprend un peu tous les éléments de la TCCI digitale, avec, d'une part, il y a plusieurs systèmes qui peuvent exister. Ça peut être déjà simplement un mode de communication, hein, en gros, on va dire un Skype amélioré, qui facilite l'accessibilité en fait aux thérapeutes. Il y en a un deuxième qui survient comme complément, c'est-à-dire que vous pouvez remplir en ligne l'agenda, vous pouvez échanger, communiquer avec un groupe, mais il n'y a toujours pas d'action avec la thérapeute. Mais pardon, là dans ce cas-là, il n'y a pas d'action avec le thérapeute. Et là, il y en a un troisième niveau qui est lui complètement, totalement automatique et algorithmique. C'est lui qui gère c'est l'algorithme qui gère les réponses. Et c'est notamment le programme Scipio, c'est comme ça que ça fonctionne. De même que le programme Sleep d'ailleurs. Shutty, il y a une possibilité de faire un échange en ligne par un chat avec un thérapeute. Et les besoins, c'est des besoins énormes, parce que quand vous mettez en place une telle plateforme, il faut technologiquement un système qui tienne la route. Il faut un design, comme je vous le disais précédemment, qui soit attractif, chaleureux, qui fonctionne aussi. Et bien sûr, il faut des gens qui connaissent la clinique, bon, ça, d'accord. Et il faut aussi une évaluation. Et si vous n'avez pas tous ces éléments-là, le système, à un moment donné, il va bloquer. Alors par exemple, vous avez le système eSleep, qui est le troisième grand, qui fait partie des publications. Là, c'est sur Android. Alors, c'est pas téléchargeable directement, c'est téléchargeable quand vous rentrez dans le programme, parce qu'en fait, ça n'a pas été développé grand public. Mais ça a l'air plutôt bien fait, avec, vous voyez, des copies d'écran. Et notamment là, vous avez un échange. Mais en fait, c'est un échange virtuel, parce que c'est la machine qui vous répond en fonction de vos réponses. Et vous avez sûrement fait ça quand vous vouliez acheter un truc sur Amazon ou je ne sais quoi. Et il y a parfois les réponses, elles sont un peu à côté. Enfin bon, donc il doit y avoir des réponses bien et des réponses moins bien. Mais vous avez différents types de visualisation, donc c'est assez intéressant. Et là, vous voyez ici les résultats. Il y a quand même une diminution de BISI qui est tout à fait intéressante après le traitement, qui dure 6 semaines en l'occurrence. Et puis une augmentation de l'efficience, donc bon, sur le plan de l'évaluation, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas mal. Alors il y a plusieurs méta-analyses qui ont été réalisées. Et en fait, déjà pour parler de TCC par Internet ou de TCC digital, il faut au moins 2 types d'interventions. Entre la restriction du temps passé au lit, stimulus contrôle, le kinésithérapie, l'éducation à l'hygiène de sommeil, la relaxation. Et vous voyez que la durée des programmes, ça varie de 5 à 9 semaines, enfin de 2 à 9 semaines, avec une durée moyenne de 5,5. Et bon, là, dans cette étude, il y avait à la fois des études avec feedback automatique, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'autres où on pouvait contacter le staff, des contacts personnels qui étaient prévus, donc des rendez-vous, et une autre étude avec et sans support téléphonique qui était comparatif. Et là, bien, on voit que les ICVTI sont efficaces, avec un temps de sommeil qui se réduit, ils s'endorment en 20 minutes, 20,6 minutes, hein, de moins qu'avant traitement. Ils dorment plus et ils sont moins réveillés au cours de la nuit. C'est un effet qui se maintient à long terme. À 3 mois, c'était toujours vrai. Et plus le programme est long,
plus le support interpersonnel est important, plus meilleure est la réponse. Alors par exemple, Sleepio, on voit très bien que là c'est les CBT en violet en fait. Il y a vraiment c'est le programme complet. IRT c'est un programme contrôle et TO c'est dans la situation de la vie de tous les jours quand on ne fait rien. Bien, vous voyez qu'à chaque fois la CBT est digitale, hein, toujours plus efficace. Alors en France on n'a pas grand chose, en ligne en tout cas, et accessible aux patients actuellement, même s'il y a aussi une évaluation à l'Hôtel-Dieu. Et il y a un programme qui est en ligne qui s'appelle TerraSomnia, mais c'est pas un programme en ligne réellement, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qu'en fait c'est un agenda qui est partagé avec une connexion par téléphone avec les thérapeutes. Mais bon, ça existe et c'est plutôt l'équipe de Montpellier qui est derrière, enfin, qui conseille en tout cas, parce que sinon c'est une boîte tout à fait privée. Alors à long terme, qu'est-ce que ça donne ces dit TTC. Eh bien, c'est assez intéressant parce que là c'est la comparaison d'un programme complet avec interaction avec un thérapeute par chat ou par vidéo, et un programme minimum ne comportant différentes techniques, mais ni la restriction du temps passé en ligne, ni le contrôle du stimulus, mais de la relaxation, de la gestion du stress, du mindfulness, et sans interaction thérapeute. Vous voyez que, en fait, là c'est à 6 mois, clairement, ce programme, enfin, pas complet, disons, et sans interaction avec thérapeute est moins bon, mais à 3 ans, eh bien, il y a les mêmes effets à long terme de l'un et de l'autre. Donc ça pose quand même des questions. Et un des problèmes dans ces programmes, c'est la sortie des programmes. Alors vous voyez que ça peut aller, enfin en moyenne c'est 24,7% des patients qui font un drop-out. Mais vous voyez qu'il y en a certains où c'est quand même plutôt de l'ordre de 40%, ce qui est beaucoup. Et pour les deux plus gros programmes, Cheti et Sleepio, on est autour de 20%. Alors si on compare en face-to-face et online, eh bien là, le face-to-face marche quand même mieux, indéniablement. Et par rapport à la waitlist, qui, elle, n'a pas du tout d'efficacité. Et ce qu'on voit aussi apparaître maintenant, ne sont pas des programmes de thérapie, mais plutôt une espèce de coaching en ligne. L'exemple de WeSing, par exemple, est intéressant parce que ça vous donne une visualisation de votre sommeil, ça fait un détail de la nuit, avec une différence entre la semaine et le week-end. Enfin là, il n'y en a pas, mais enfin bon, comme c'est moi, évidemment, je ne me décale pas. Et là, vous avez un score de décalage. Bon. Mais on voit bien que ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir une façon de mieux connaître, pour certaines personnes, de mieux connaître vos habitudes de sommeil. Il y a un peu des garde-fous. C'est un peu comme les balances connectées où vous pesez. Quand vous perdez 500 grammes, elle vous dit « ouais, c'est bien, il faut continuer ». Alors, il y a des actions à grande échelle avec ces systèmes en ligne, et notamment avec Sleepio. Ils ont fait ils ont essayé de faire la prévention psy dans une très grande étude en Angleterre, avec un programme en ligne qui a été utilisé dans une population étudiante souffrant d'insomnie. Ils se sont aperçus qu'après 10 semaines d'utilisation, ils arrivaient non seulement à réduire l'insomnie, mais réduire des items qui étaient plus compliqués, comme des items psychotiques, paranoïdes ou hallucinations, dans une population qui est évidemment plus à risque de décompensation psychotique que les autres. Donc ça ouvre aussi des perspectives sur
Qu'est-ce qu'on peut faire avec des programmes de ce style? Et on a vu tout à l'heure que quand on traite l'insomnie, de toute manière, on traite aussi les comorbidités psy, enfin, en tout cas les atténuer. Alors, psychiatre ou pas psychiatre? Pour l'évaluation clinique, on a vu que oui, c'est assez intéressant au niveau des signes cliniques descriptifs, avec les questionnaires notamment, que pour l'analyse des horaires, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, là, il y a un intérêt des algorithmes, des outils comme système d'aide au diagnostic. Après, sur le plan thérapeutique, il y a un avantage indéniable, c'est que les programmes thérapeutiques digitales, ça coûte moins cher que le psychiatre. C'est accessible partout. Ça améliore effectivement la situation d'accès aux soins, mais il y a vraiment des réfractaires au digital. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 25 voire 40% des gens qui étaient réfractaires à ça. Il y a ceux qui se lassent, hein, qui sortent du truc, et il y a les erreurs d'orientation au départ où là on fait conférer les choses et ça se passe pas bien. Enfin, je voudrais terminer sur ce que vient de dire Luc Julia, qui est co-créateur de Siri, et un tout petit peu provocateur. Il dit l'intelligence artificielle n'existe pas, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il cite comme image le fait que on a construit effectivement des systèmes capables de reconnaître des chats avec un taux de réussite de 95% en leur fournissant 100 000 images de chats. Ça c'est Google, hein, vous savez, vous pouvez maintenant dire qu'est-ce que c'est ça, et Google vous dit c'est un chat. Alors qu'un enfant n'a besoin que de 2 images de chat pour en reconnaître un toute sa vie, avec un taux de réussite de 100%. Donc, bon, c'est un peu... On peut discuter, hein, parce que... Mais il y aura toujours des choses dans le fonctionnement humain que dans notre façon d'appréhender le sujet, avec notre capacité de pouvoir voir l'ensemble, à la fois implicitement et explicitement, de ce qui se passe, alors qu'un algorithme, il faudra toujours avoir tout analysé au préalable pour pouvoir l'aider, même s'il y a des systèmes intelligents avec des auto-apprentissages. Quoique, il y a eu des robots qui ont réussi à se parler, là, récemment, enfin, l'année dernière, où ils ont réussi à faire un métalangage, et les expérimentateurs ont vraiment eu la frousse à ce moment-là. Parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce que disaient les robots. Enfin bon. Alors les perspectives, pour continuer un peu ce qu'a présenté Agnès, je suis sûre que dans 10 ans, on aura des programmes en ligne performants, avec des aides au sommeil et au réveil qui sont de plus en plus efficaces. Il faudra faire attention quand même à ce que ça ne fonctionne pas comme tous les systèmes dans l'air, dans les voitures, où à la fin vous essayez de détruire l'ordinateur de bord parce que vous en avez ras-le-bol d'entendre le truc qui vous dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais enfin, bon. Et peut-être que dans les systèmes de stimulation qui commencent à apparaître, il y aura un process suffisamment miniaturisé pour qu'on aille stimuler l'hypothalamus antérieur pour provoquer l'endormissement et stimuler l'hypothalamus postérieur pour le réveil. Ce sera quand même indispensable pour les voyages interplanétaires, sinon on va être mal. Mais bon, le psychiatre là-dedans, je ne sais pas où il sera. Et voilà, ça c'est un dessin d'une de mes patientes que j'aime beaucoup. Et merci pour votre attention. Merci Sylvain pour cette super présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Bonjour, Jean-Michel Albouy, un rapide témoignage. Moi je suis chercheur, pas en médecine, mais directeur de recherche en télécom. Et donc au sein de mon centre de recherche, on a lancé des outils numériques pour la santé mentale. Et pour ma part, et il y en a quelques autres, on teste depuis 10 ans à peu près l'application Sleep Android. Au début on était 80, là on est 8 millions. Mais bien sûr pas 8 millions de personnes qui ont des troubles bipolaires comme moi, 8 millions de personnes et autres. Je peux dire que ça m'a évité des virages et c'est bien. Et on essaie aussi d'autres applications libres de droit, voilà, des prix,
Vous pouvez dire ce qu'elle vous aide à faire? Oui, donc le principe, si vous voulez, on ne la met pas sous le matelas, on la met à côté de l'oreiller de préférence, on le met l'écran vers le dessus, donc quand on s'endort, elle laisse une lumière blanche pendant quelques minutes, donc ça nous fait une veilleuse pour aller au lit sans se casser la figure, quoi, voilà. Ensuite, donc, l'accéléromètre du téléphone écrit dans la mémoire du téléphone, elle écrit l'agitation du sommeil. On voit systématiquement une première phase qui est une phase de sommeil profond, une phase de sommeil paradoxal. On voit des fois qu'on a des insomnies toujours à la même heure, on peut se poser la question pourquoi. Voilà. Elle enregistre aussi. Et en quoi elle vous a aidé? L'idée, c'est d'avoir un groupe de veilleurs. Il faut bien les choisir, d'avoir une dizaine de personnes qui nous aident à veiller et de dire est-ce que. Le sommeil, c'est. Comment? Oui, pour le sommeil. Donc, voilà. Bon, Veiller, sommeil. Voilà, des veilleurs. Le sommeil, c'est une des choses les plus intimes. Il faut les choisir des personnes qui peuvent être des veilleurs lointains. Moi, j'en ai un qui est en Nouvelle-Zélande, par exemple. Bon, c'est un peu pour le fun, quoi, mais vu les télécoms, il peut veiller sur mon sommeil de là-bas. C'est des personnes qui sont objectives, qui ne sont pas dans une relation amoureuse, qui pourraient interpréter, tirer les choses à soi, quoi, une grande objectivité, et qui disent, au-delà de 6 heures, mettons, s'il y a trop souvent de nuit en dessous de 6 heures, il y a des risques de virage. Et qui vous disent à vous? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est donc une communauté, c'est une communauté où les autres, chacun veille sur l'autre. Voilà, oui. D'accord. Voilà, et ça marche bien. Digital au service de la distance. Une question ou pas? Des témoignages? Oui, premier rang. Non, c'est juste un commentaire. Merci pour ta présentation et l'ouverture sur le voyage trans-céleste. C'était juste pour. Trans étoile. En fait, il y a un psychiatre qui avait travaillé avec un ingénieur pour créer la notion de cyborg dans les années 60, qui était l'effet de l'extension des capacités de régulation physiologique du corps dans des environnements où on n'a pas l'habitude de vivre. En fait. C'est ça la notion de cyborg au départ. Et en fait, l'ingénieur, mais sans psychiatre, avait créé la notion de Santic cyborg, qui était le fait d'inventer un cyborg pour les humains, pour les voyages de longue durée, où on tiendrait compte du sommeil, de la régulation émotionnelle pour pouvoir faire ces voyages de longue durée. Donc il s'intéressait à l'extension comme ça, non pas de la régulation physiologique, de l'interaction dans un environnement donné, mais de comment faire pour que l'organisme puisse tenir émotionnellement des voyages qui dureraient 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Et c'est une vraie thématique de recherche qui avait été initiée par eux, mais qui persiste au niveau de la recherche des voyages spatiaux. C'est un vrai enjeu, le sommeil. Spécialiste. Non, j'ai rien à dire. Alors, moi je reviens sur ça. Du coup, j'ai oublié une question. Je me promenais dans les étoiles. Tu n'as pas vu passer d'applis ou de choses un peu fascinantes ces derniers temps? Ah oui, non, voilà, merci. Trop bonne. Oui, absolument. On a été confronté, comme tu le dis, à des patients qui arrivent en disant « Docteur, je viens vous consulter parce que mon téléphone me dit que je dors mal. » Puis on enregistre et on trouve un enregistrement de sommeil supranormal, on aimerait dormir comme eux, etc. On essaye de leur expliquer à la consultation suivante et ils te répondent « Ah non mais docteur, vous trompez, mon téléphone il me dit que je dors mal. » Qu'est-ce qui explique qu'un patient va faire davantage confiance à son téléphone en dehors de la mouvance complotiste, etc., une question de tout expert, qu'est-ce qui explique que le patient a plus confiance dans son doudou téléphone quand une mesure complète avec plein d'électrodes sur la tête? Quels sont les ressorts de ça? Alors ça, oui, c'est sûrement l'adhésion. Tu as une idée? C'est la prothèse. Non, mais c'est une prothèse. On en parlait tout à l'heure tous les deux. Finalement, je trouve que ça fait écho à ce que disait aussi Isabelle tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est toutes ces
ces rituels, ces adhésions qu'on peut avoir, ces représentations qu'on peut avoir et qu'on associe au sommeil. La mélatonine, il n'y a pas de pharmacotolérance en soi, mais n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui deviennent dépendants. Moi, j'ai l'exemple d'une patiente qui est accro à son casque Dream, que Sylvie vous a présenté, une insomnie qui est grave. Depuis qu'elle a le casque Dream, elle dort bien, mais elle ne peut plus retirer son casque Dream. Donc, où qu'elle aille, il lui faut son casque. Voilà. Non, seulement la nuit. Mais enfin, voilà, je trouve que il y a une partie comme ça d'adhésion, de choses qui sont un peu plus profanes, comme tu dis, et auxquelles il faut avoir accès. Le téléphone, c'est un objet très intime qui est le sien, et je pense que, en plus, le téléphone, ça se pose sur le lit, il n'y a pas tous les fils. Donc je sais pas, il y a sûrement un investissement du téléphone qui est très très différent que des appareils externes dans des milieux dits agressifs comme... C'est plutôt l'investissement des appareils en général qui sont perçus comme plus scientifiques que le scientifique. À mon avis, c'est certainement beaucoup plus ça. C'est vraiment l'objet, comme l'ordinateur. Il y a d'ailleurs, c'est pour ça que les fake news, par exemple, marchent bien. C'est que les gens pensent que parce que ça vient d'Internet, c'est vrai. C'est plus valable qu'un journaliste du Monde. Et je pense que dans la médecine, ça va être le même problème, et qui va être un problème énorme, en fait. Parce que les patients se présenteront aux urgences, ils auront le choix entre la machine ED42 ou docteur Maboul. Et puis voilà, c'est pas de chance, quoi. Si la machine ED42 est cassée et qu'on n'a pas le choix, on tombe sur docteur Maboul, c'est franchement pas de peau. Mais c'est vraiment ça. J'ai eu un patient l'autre jour qui me montre son truc. Je lui dis oui, mais vous savez, sommeil lent, sommeil léger, sommeil paradoxal, etc., c'est pas juste. Et bon, la consultation se passe, etc. Il me dit oui, mais quand même, hein, hier j'ai fait plus de sommeil profond. Bon, d'accord. Pas d'autres expériences avec des appareils connectés? Non. Vous n'êtes pas branché alors? Oui, non, moi j'étais très intéressé par le bandeau de REM et je comprends effectivement la patiente, parce qu'il y a tout un... Alors c'est la nouvelle version où on n'est pas obligé d'activer les stimulations. Donc vous le portez? Enfin, j'ai essayé aussi, j'ai essayé, il y a le fils d'une amie médecin aussi qui l'utilise. Et c'est vrai qu'il y a une attractivité qui est présente, et je pense que, indépendamment de l'effet qui est peut-être imposé sur les effets secondaires, lorsqu'on active l'entraînement auditif, peut-être un élément de dépendance, tout est fait comme pour être captif chez un peu l'autre. Il y a un aspect qui va au-delà de la simple dépendance au benzo. Il y a vraiment un aspect de client captif aussi. Alors, ce que je ne vous ai pas dit là, mais qui ressortait un petit peu de l'ensemble des choses, c'est que finalement, tous ces appareils, tous ces systèmes, c'est un énorme marché, et quelque part, qui est en train de se substituer, d'une certaine manière, au marché des médicaments. Et très clairement, ESPI le dit en disant de toute manière, là on sait qu'il y a 10% de la population qui pourrait avoir ce système-là, et c'est 10% qui n'utiliseront plus d'hypnotique. Et il veut faire valider son programme, de même, enfin, sur un mode de prescription, comme le circuit du médicament. Mais d'un autre côté, probablement, c'est que ça marchera pour un certain nombre de systèmes. Juste un petit commentaire complémentaire par rapport au fait, par rapport effectivement à cette adhésion à ce type de bandeau, ça repose aussi sur la croyance, quelque chose qui est véhiculé et qui serait que c'est bien d'avoir beaucoup de sommeil profond. Or, moi dans mon expérience, j'ai travaillé dans un centre de référence hypersomnie, trop de sommeil profond, c'est de la maladie, hein, c'est de l'hypersomnie. Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, il y a une espèce de glissement, hein, le sommeil profond, le sommeil récupérateur, vraiment, et on est vraiment au niveau de la croyance, on n'est pas au niveau de l'évaluation de quelque chose. Et avec un double discours, finalement, qui est au niveau de... Puisque
ils ne se contentent pas de donner une image, ils créent des cartes qui donnent effectivement un commentaire. Donc le discours, effectivement, est sur la valeur respective de chacune des phases du sommeil, mais effectivement, il y a implicitement un effet sur le sommeil lent profond qui n'est pas dit, en tout cas qui est suggéré comme devant être fait et qui, effectivement, peut est-ce que ça ne peut pas perturber si on désarticule le sommeil? Et par ailleurs, je veux dire, en fait, c'est sur des volontaires sains que à ma connaissance, même les travaux de laboratoire ont été faits, et pas sur effectivement des patients ni insomniaques, ni dans des pathologies. Tout à fait, les validations qui ont été faites sur un tout petit groupe de patients, il y avait 70 et plus de 40, une quarantaine à la fin. Où ils montrent effectivement qu'ils arrivent à augmenter le sommeil profond de, je ne sais plus, 20-30%. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête, et j'ai rien contre la société de en elle-même, hein, de façon générale c'est vrai aussi pour les montres, etc. C'est que en fait, ils ont réussi à collecter 50 millions d'euros parce qu'ils sont assis sur un tas d'or qui s'appelle la donnée. C'est-à-dire que les casques Dream qui enregistrent les EEG nuit après nuit, ça envoie les données aux États-Unis, et nuit après nuit, c'est des milliers et des milliers d'EEG qui sont gratos, parce qu'en plus les gens ont payé 500 € pour enfiler leurs données, ce qui est absolument incroyable. Et on imagine bien qu'avec cette amas de données, à un moment donné, on peut dire, ça va permettre de développer des outils d'intelligence artificielle, etc. Mais c'est ça en fait l'objectif. C'est de collecter de la donnée à très très grande échelle. Est-ce que vraiment la donnée physiologique, quand il n'y a pas des données comportementales clairement phénotypées d'un côté, est-ce que c'est pas l'illusion qu'ils ont fait croire des investisseurs qui ne connaissent pas la physiologie que cette donnée vaut de l'or? Parce qu'à mon avis, peut-être que leur trésor est vide en fait. Non, parce qu'ils ont rajouté le programme Adventurer, comme en gros ils l'appellent, où sur, donc les gens qui participent à ça sont libres, encore une fois, d'aller encore plus loin, de répondre à toute une série de questionnaires validés, qui permet du coup de phénotyper un peu plus les mesures physiologiques. Donc non, ils sont vraiment assis sur effectivement un tas d'ordres. Avec un bémol, parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle des réponses. Et en fait, on peut dire qu'on a un homme alors qu'on est une femme, on peut mentir. Il n'y a pas de contrôle des réponses. Et puis, il peut y avoir, effectivement, on peut passer le bandeau à quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'il peut y avoir l'enregistrement de quelqu'un qui n'a pas répondu aux questions. Alors, dans ces systèmes, dans les big data, si vraiment il y a un bruit de fond avec des données qui sont erronées, fausses, faussement déclarées ou des erreurs, c'est un bruit de fond. C'est-à-dire, c'est pas un souci. Il y a un autre paramètre aussi dont on n'a pas parlé. Il y a quand même ce mouvement de ce qu'on appelle de self-quantified, où de plus en plus, et ça va avec ces trucs aussi d'hyper-contrôle, il y a un côté rassurant de connaître quel score on a fait, enfin je ne sais pas ce que toi t'en penses, moi le Bordeaux je l'ai aussi. Il y a un petit sevrage quoi. La semaine où tu arrêtes le Bordeaux, tu ne sais pas combien tu as dormi. Tu sais pas quel stade t'as fait. Tu sais pas si... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que tu sais plus, quoi. Alors, 10% des gens sont intéressés par le Quantified Self. Et c'est vraiment une population... je crois que c'est une population très spécifique. Je ne suis pas sûre que ça va beaucoup augmenter, mais il y a vraiment une population de cet ordre, plutôt des jeunes, mais pas que des jeunes. Voilà. Mais c'est un... avant, c'était des gens qui étaient très attachés à d'autres systèmes, comme vouloir tout savoir sur tout au niveau de leur santé. Il y a des hypochondriaques aussi, pas mal. Et puis, on crée des addicts à ça. Je pense qu'il y a un vrai truc du domaine de l'addiction, effectivement. Du jour au lendemain, tu n'as plus aucune info sur comment se passe ton sommeil. Avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste il y a un bémol, c'est qu'en fait les trackers, la moyenne de données très régulières, c'est 6 mois. Il y a énormément de gens qui arrêtent les trackers au bout de 6 mois, donc du coup, quand même. Okay. Tout le monde ne devient pas dépendant. Tu es une neurobiologiste, bon. Si quelqu'un a encore une question très pressante, on va la prendre.
Bon, nous étions vraiment ravis de cette journée. Merci beaucoup pour votre attention. Pour tous les échanges, des excellentes questions posées, c'était très riche. J'espère pour vous aussi, mais pour nous en tout cas. Voilà, donc je pense que faites-nous des retours aussi si vous souhaitez. Dites-nous ce qu'on pourrait améliorer, ou si vous avez des thématiques qui vous intéressent pour l'année prochaine, parce que c'est sûr, on va essayer de répéter cette journée l'année prochaine. Et on va aussi vous envoyer peut-être un email pour vous inviter, si vous le souhaitez, à rejoindre l'association. Merci beaucoup, merci à tous et bon retour. Bon retour.